Jean d'ici, Françoise Youx, Dialogue RCF. Bonjour à tous et à toutes. Le parcours de notre invité est exceptionnel. 14 générations de paysans. Ce mot si beau et parfois si décrié. Avec nous aujourd'hui Maurice Audier, à l'origine des deux enseignes Céréplan et Céréprime à Aix-en-Provence. Il est à l'origine de ces deux enseignes avec l'aide de son épouse Hélène, d'origine piémontaise. Monsieur Audier, bonjour. Bonjour. J'avais envie de dire que vous étiez un paysan poète, parce que non seulement vous nous donnez le bonheur de cultiver des plantes résistantes, vigoureuses et délicieuses, et en plus vous écrivez des poèmes. Donc ça, je trouve que c'est bien agréable. Et j'aurais aimé savoir, justement, dans ce sillon qui était tout tracé, puisque vos parents, vos grands-parents et sur plusieurs générations, vous étiez tous paysans. Est-ce qu'à un moment dans votre vie, vous avez eu envie de faire autre chose? Oui, dans ma jeunesse, je voulais vraiment, non pas nourrir les corps comme mon père, mais nourrir les âmes. Et j'ai fait mon petit séminaire. Très bien. Oui. Et puis, arrivé à l'adolescence, devant les contraintes de l'État, j'ai arrêté. Et conseillé d'ailleurs par mon supérieur à ce moment-là, qui était le révérend père Andrieux. J'étais au petit séminaire avec mon ami Plano. Oui, avec le père Plano, il y avait bien quelques sûr. années plus que moi. Oui, oui. Lui était dans ce qu'on appelait les humanités à ce moment-là, et maintenant la propédeutique, je crois. Oui. Alors que moi, j'étais dans quelques classes au-dessous, et je n'ai jamais perdu le contact avec lui d'ailleurs. Alors lui a continué, et puis moi, j'ai été attiré par le métier de mon père, nourrisseur des corps au lieu des âmes. Mais de toute manière, de temps en temps, je m'envole un peu plus haut. Voilà pourquoi j'écris des poèmes. Très bien. Alors, entre ce que vous avez vécu avec votre père et le métier d'aujourd'hui, eh bien, il y a des changements extraordinaires, des changements au niveau de la technique de travail de la terre, et puis surtout, peut-être ce qui me semble, et ce que j'espère, un regard différent de l'homme sur la nature. Absolument, parce que la nature, le progrès nous a amené à l'idée qu'on pouvait indéfiniment la domestiquer. Domestiquer la nature, je crois que c'est une impossibilité absolue. On ne peut qu'obéir à ses lois. On peut essayer de les enfreindre, mais ça ne va jamais très loin. On s'en aperçoit d'ailleurs maintenant. Et même moi, changeant de méthode, je m'aperçois, surtout en approfondissant les connaissances que l'on peut avoir des anciens agronomes, que la nature se venge toujours, si l'on peut dire. Lorsqu'on arrive à faire des traitements chimiques qui tuent un insecte, ce que j'ai fait pendant 25 ans, eh bien, rapidement arrive un autre insecte qui auparavant était contrôlé et qui ne l'est plus, et que l'on veut à nouveau tuer, ce qui engendre à nouveau jusqu'au jour où l'homme a peur d'être tué lui-même par ce qu'il fait. Mais d'ailleurs, c'est malheureusement ce que l'on voit dans certains traitements, on ne va pas dire des produits, mais où on voit aux États-Unis, par exemple, des agriculteurs qui sont atteints de maladies. Enfin, il y a des choses épouvantables qui se développent. Et tout cela est contesté par une partie de la population, notamment par le commerce. Évidemment, ça fait travailler énormément d'hommes que de vendre ces produits. On espère résoudre la faim dans le monde avec ces produits chimiques. Et franchement, on n'y arrive pas. On commence d'ailleurs à voir les résultantes négatives de ces applications. La nature commence à se venger, même aux États-Unis, même avec ces produits. Le haut de gamme de la technologie. Eh bien, la nature se venge et arrive à ne plus obéir même aux lois de mort de ces produits. Mais je pense que le Créateur nous a confié la terre pour que nous la fassions prospérer, pas pour que nous la domestiquions et que nous en devenions maîtres. Je pense aussi, d'ailleurs, j'ai gardé ma foi première pour cela, et je pense que la nature, je ne veux pas mettre Dieu partout, comme suivant le fameux terme, mais malgré tout, elle dépend d'un Créateur. Alors, entre ce que vous avez vécu avec votre père et ce que vous vivez maintenant, il y a eu un travail absolument titanesque de recherche, de connaissances à acquérir pour pouvoir progresser dans la ligne que vous vous étiez fixée.
Et pourtant, on a l'impression que dans vos actes, il n'y a jamais de précipitation, il y a une réflexion. Est-ce que c'est la sagesse du paysan ? Absolument, absolument. Il faut réfléchir quand même avant d'agir. Et malgré tout, on est bien obligé un jour, après avoir suffisamment réfléchi, mais réfléchit-on assez ? Il faut bien arriver un jour à l'expérimentation. Et toute ma vie, j'ai été, si l'on peut dire, assez cartésien pour cela. J'ai voulu expérimenter dès qu'une théorie se révélait possible. J'ai fait les expérimentations voulues, mais très souvent aidé quand même par des gens beaucoup plus instruits que moi, par des ingénieurs dans tous les domaines, y compris dans les centres de recherche vers lesquels je me suis orienté. Dès que j'ai voulu arrêter les fertilisations et les insecticides chimiques, je me suis directement adressé à des centres de recherche agronomique où l'on recherche vraiment les équilibres naturels. Et là, vous avez été écouté. J'ai été non seulement écouté, mais beaucoup aidé, mais avec beaucoup de surprises, parce que le premier jour que je suis allé voir ce centre qui est situé à Antibes, eh bien, le directeur était fort surpris de voir qu'un agriculteur s'intéressait à leurs travaux. Ces travaux étaient maintenus en l'état de recherche permanente, mais ne passaient pas sur le terrain. Ils étaient dans les laboratoires. D'accord. Pour mais le cas où, me dit le directeur, l'agriculture, un jour, en aurait besoin. Et j'ai été le premier, peut-être l'un des tout premiers, à essayer de les faire sortir de laboratoire pour venir dans les champs. Jean d'ici, Françoise Youx, Dialogue RCF. Au cours de toutes ces années, il y a eu parfois des périodes difficiles. Lorsque vous vous êtes décidé à passer vraiment en bio, il y a eu des moments difficiles. Est-ce que votre foi chrétienne vous a aidé ? Absolument. Et puis, j'avais foi en l'avenir également. J'avais ma foi chrétienne. Mais enfin, je pense que Dieu a autre chose à faire que de s'occuper de chaque paysan. Alors, je me suis investi au maximum moi-même, bien entendu. Et peu à peu, je suis arrivé à surmonter ces difficultés. Mais parfois, elles étaient très importantes. Mais je n'ai pas hésité à brûler mes meubles, comme on dit, pour y arriver. J'ai vendu ma camionnette. J'ai vendu tout ce qui ne me servait pas. Et avec ma fille jeune, qui m'a assuré qu'elle voulait arrêter des études supérieures pour travailler avec moi si j'arrivais à faire cela. Et je suis arrivé, ma fille m'y a aidé, ainsi que ma femme, bien entendu, et même mes vieux parents, mon père était prophète en la matière. Il me dit, tu as raison de tout abandonner, parce que si on continue comme ça, on va un jour ou l'autre être considéré comme des empoisonneurs. Il m'a dit ça il y a 45 ans, mon père. Il avait bien raison. Voilà, c'était un prophète. Alors, vous semblez avoir gardé un regard d'enfant. Vous êtes toujours prêt à vous émerveiller lorsque vous parlez dans vos livres de ce qui sort de terre. Il y a toujours cet émerveillement, comme si c'était une première fois. Oui, et puis là je vois, vous me dites que j'ai fait des poèmes, et c'est vrai. Parce que vous savez, quand on est toujours baissé, on cherche à se relever. Et pourquoi ne pas aller un peu plus haut ? Je me souviens un jour avoir fait un poème sur la charrue qui brillait le matin au soleil. Non pas au soleil, mais bien avant le soleil. Et Vénus, parce que je fais également appel parfois à la mythologie. Bien sûr. Vénus, un jour, je l'ai vu se mirer dans mon versoir. Et ça m'a bouleversé. Lorsqu'on arrosait les champs, on ne les arrosait pas avec des tuyaux sous pression comme aujourd'hui. On les arrosait avec des petites rigoles d'eau au pied des plantes. Et là, je voyais l'arc-en-ciel. Dès que dans cette petite rigole d'eau, il y avait un petit rejet, un tourbillon dû à une motte qui faisait tourbillonner l'eau ou à un caillou. Et là, je voyais l'arc-en-ciel se mirer lorsqu'il y avait une lune, parce qu'on arrosait de nuit à ce moment-là. On arrosait pendant la nuit. Alors, j'ai bien fait de parler d'un paysan poète. Vous dites dans votre jardin, venez accompagner aussi de vos enfants, je ferai découvrir à leurs yeux l'invisible, à leur jeune cerveau, le fait qu'un paysan puisse être aussi pensant. J'ai eu un jour un de mes amis prêtres avec lequel j'ai fait mon séminaire également, qui était vicaire à la paroisse Notre-Dame-de-l'Arc, où je suis paroissien, et c'était Claude Bertrand. Et Claude Bertrand m'a amené un jour des enfants, tout jeunes, et je leur ai fait voir une graine. Et je dis, voyez, dans cette graine, moi, je vois Dieu. Encore mieux que dans une église où on le voit crucifié. Moi, je vois Dieu vivant dans cette graine. Et Claude m'a dit, Claude Bertrand, il me dit, toi,
tu fais passer le message mieux que nous. Vous avez raté votre vocation, c'est bien ça? Oh non, oh non, vous ne l'avez pas raté. Non, 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 il faut aussi nourrir les corps. Alors, vous avez cultivé, au sens double du verbe, l'amour et le respect de la nature. Est-ce le message que vous voulez transmettre? Bien sûr, parce que nous ne vivons que par la nature. Il ne faut pas oublier la loi essentielle, c'est que tout vient du sol. Notre vie vient du sol. Nous venons du sol. Ça, c'est la parole biblique. Et nous y retournerons. Nous sommes des cendres. Mais nous sommes également des êtres qui mangeons les produits du sol. Peut-être même par l'intermédiaire de l'animal, mais tout vient de l'herbe, tout vient du sol. Alors, si vous le permettez, je voudrais, peut-être pour conclure, donner un extrait de vos poèmes qui s'appelle « Et puis s'en vont ». Quand nos mains ne se joindront plus ailleurs que dans l'éternité, donne-leur, Seigneur, l'absolu, la joie d'aimer et d'être aimé. Laisse-nous un peu de temps, le temps de faire un compliment. Ce sont mes enfants, Daniel, et mes petits-enfants qui continuent l'œuvre que j'ai entreprise. Avec difficulté parfois, parce que le passage est souvent difficile. Mais je pense un jour être amené à leur faire ce compliment. Eh bien, merci infiniment. Vous nous avez donné vraiment l'envie de respecter cette terre sur laquelle nous vivons. Merci de nous avoir fait découvrir votre parcours. Et puis, eh bien, bonne route et à votre prochain livre. Merci à vous, madame, de me l'avoir permis de m'exprimer. Merci beaucoup. Au revoir à tous.